Vous suivez la panafricaine Média et c'est le bon choix. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief où il sera question de parler de marchés publics et de contrôle des finances publiques. La gestion des marchés publics requiert le respect des règles et autres textes relatifs à la commande publique. Enfreindre ces dispositions peut conduire à des fautes de gestion en matière d'exécution des marchés publics. Il s'agit d'irrégularités dans la passation de marchés, de manquements aux obligations contractuelles, de dépenses injustifiées ou de conflits d'intérêts, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur les concernés comme sur les finances publiques. Comment prévenir les fautes de gestion dans l'exécution des marchés publics? Quelles conséquences peuvent découler de ces fautes de gestion? Les développements en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous parlerons de la gestion des finances publiques qui contribue à la solidité financière des institutions publiques et favorise également un climat de confiance. Cette gestion est un élément central d'une administration fonctionnelle. C'est ainsi qu'à travers différents mécanismes, les ressources publiques sont collectées, allouées, dépensées et comptabilisées. Les finances publiques dont la gestion reste assujettie à différents mécanismes traditionnels et innovants pour un meilleur contrôle. Quel mécanisme efficace de contrôle de ces finances publiques? Quelles réformes pour plus de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Mamadou Diao Barry, vous êtes doctorant en économie, également directeur pays de la plateforme économique Sika Finance. Merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à notre co-débatteur, le doyen et le docteur Keita. Donc, nous sommes toujours ravis de partager le plateau avec vous. Et nous sommes aussi de tout heureux d'être là sur ce plateau pour la deuxième fois. Donc, et aussi, bon, on souhaite une bonne émission à nous. Merci beaucoup, très bonne émission à vous également. Et toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous et avec votre co-débatteur, M. Souleymane Keita. Docteur Souleymane Keita, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également spécialiste de l'économie des finances publiques. Merci, M. Keita, d'avoir une nouvelle fois répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda. Merci aussi à Barry. Donc, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de me retrouver aujourd'hui en face de M. Barry, qui est un éminent chercheur également, donc que j'apprécie et que je value à juste valeur effectivement l'ensemble de ses interventions. Merci aussi à Daouda pour l'invitation. Merci également à tous les deux également pour cette disponibilité en tout cas dont vous avez fait montre. Je reviens d'ailleurs à Barry. Barry, quand je vous dis faute de gestion, cela vous fait penser à quoi? Faute de gestion surtout en termes de marché public. Donc, souvent, quand on parle de faute de gestion, on parle de certaines irrégularités. Et donc, irrégularités, d'accord, que nous notons souvent sur certains projets, sur certains dossiers, et surtout venant de l'État. Et donc, en termes de mode simple, quand vous me demandez faute de gestion, je parle souvent, on peut indexer les irrégularités. Parce que c'est des gens qui comprennent, qui lisent, qui connaissent les textes, mais souvent, ils s'en passent pour faire ce qu'ils veulent. Mais des fois aussi, ça peut être des fautes de gestion par omission également, ou par erreur par rapport au respect des normes et autres textes. Je ne pense pas comme vous le pensez, parce que là, tout est digitalisé, tout est connu. Il y a des spécialistes qui sont recrutés pour ça. Et dans chaque entreprise ou bien dans chaque démembrement de l'État, vous avez toujours des gens qui sont formés pour ça et qui sont là. Et souvent aussi, vu qu'il y a une antenne de régulation qui est sur place et qui souvent interagissent. Mais donc, quand on voit certaines omissions, ça arrive parce que l'erreur est humaine, mais à certaines, vraiment, c'est trop grave. Et d'ailleurs, pour certaines de ces fautes de gestion, on voit qu'une fois le dossier, en tout cas devant cette autorité de régulation-là, il arrive à ce que le marché soit revu sur demande aujourd'hui de la direction aujourd'hui de la commande publique ou bien même de l'autorité aujourd'hui de régulation de cette commande publique-là. Et je le disais en introduction, une faute de gestion, elle peut être définie comme des irrégularités, comme vous l'avez dit, dans la passation des marchés, des manquements aux obligations contractuelles, des dépenses excessives ou injustifiées, ou encore des conflits d'intérêts aujourd'hui. Que vous soyez de ce bureau-là qui attribue les marchés, un proche parent à vous en tout cas, gagne un marché dans des conditions qui ne soient pas claires également, peut constituer un conflit d'intérêts. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces manquements-là, surtout aux règles édictées et qui régissent la commande publique? Moi, ce que je vois souvent, et ce que moi-même j'ai vécu souvent, quand vous êtes sur des marchés, déjà, il y a des gens qu'on appelle
en avance pour leur édicter les conditions. Par exemple, moi, je lance un marché, je suis directeur d'une entreprise ou d'une société, ou bien je fais partie des gens qui font la commande de l'État. J'appelle un fournisseur. J'ai dit que bon, tu veux soumissionner, il me dit oui. J'ai dit que bon, voici les conditions. Mais ça, maintenant, derrière toi et moi, on va se partager les plus-values. Donc, c'est ce qui secoue actuellement notre pays. Et cela, depuis 2012, avec le président Abdoulaye Wade. Donc, quand on regarde même les documents de la Cour des comptes, souvent, ce sont ces choses-là qui zèrent, qu'il y a beaucoup d'illégalités. Il y a des milliards qui sont payés, il y a de la surfacturation sur beaucoup de choses. Mais souvent, ce sont les mêmes personnes qui le font, qui appellent les fournisseurs pour leur dicter les conditions et derrière, maintenant, ils se le partagent après. Mais heureusement, l'ARMP, l'antenne qui est là, qui prend son temps pour vraiment... Mais on a vu la dernière fois le conflit qu'il y avait avec une certaine direction aussi. Souvent, il y a des gens qui entêtent et qui ne leur laissent pas faire aussi le travail. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'exemple que vous avez donné en tout cas est beaucoup plus grave aujourd'hui qu'une faute de gestion parce que là quand même il s'agit plus de détournement puisqu'il y a une discussion entre deux parties aujourd'hui pour créer les conditions pour octroyer le marché en tout cas à un tiers. Et j'en viens à Dr Keita, en marché public également, ces irrégularités peuvent être commises intentionnellement, je le disais tout à l'heure, ou non, par les responsables de ces fautes de gestion-là. Comment cela peut remettre en cause également la transparence et la bonne gouvernance, surtout en termes de passation de marché? Ok, d'abord, merci. Je préfère peut-être revenir un peu sur la première question par rapport à la faute de gestion. C'est peut-être pour faire une petite précision. Vous savez, en matière de finances publiques, en matière de passation de marché public, il y a 4 principes fondamentaux. D'abord, le principe de la transparence dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, dans ce principe de transparence, justement, il y a ce qu'on appelle, chaque entité publique doit donner ce qu'on appelle un plan de passation des marchés. C'est-à-dire qu'au cours de l'année, l'ensemble des marchés, justement, que vous devez fournir, et vous devez avoir ce qu'on appelle un plan, vous devez l'étaler, pour que toutes les personnes qui sont intéressées par ces marchés-là puissent souscrire à cela. Donc, maintenant, le manquement à un de ces principes-là constitue une faute de gestion. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand vous regardez la plupart du temps, lorsque la Cour des comptes fait ce qu'on appelle son rapport, on appelle faute de gestion, ça ne veut pas dire forcément que la personne a eu à détourner de l'argent. Donc par rapport à un certain nombre de principes, lorsque vous ne respectez pas, c'est des fautes de gestion, comme il a dit tout à l'heure, vous êtes censé connaître ces règles-là, parce que quand on vous confie, justement, dans toutes les entités publiques, il y a ce qu'on appelle une cellule de passation de marché. Personne n'ignore, en fait, on ne peut pas se servir, n'est-ce pas, de l'ignorance. Nul n'est censé ignorer là. Donc vous êtes censé connaître pour pouvoir lancer un marché. Donc ça, c'est le principe de transparence, avec ce qu'on appelle le démembrement. Il y a ce qu'on appelle également le principe d'équité. Ok? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous, vous êtes une entreprise légalement constituée au Sénégal, vous avez tout le droit, n'est-ce pas, de souscrire un marché public au Sénégal. Il y a aussi ce qu'on appelle le principe d'efficacité. Donc, en matière de coûts, vous pouvez avoir un marché, par exemple, où vous proposez un coût peut-être de 10 millions. Moi, pour le même type de marché, avec les mêmes spécificités, je propose un marché à 3 millions et que vous, on vous prend pour 10 millions et pour proposer un prix le plus bas possible. Il y a aussi ce qu'on appelle le dernier principe, ce qu'on appelle le principe d'économie. Donc, voici ces 4 principes fondamentaux à partir duquel maintenant, lorsqu'un marché public est lancé, donc lorsqu'il y a ce qu'on appelle un frein à l'un de ces principes-là, on appelle faute de gestion. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a détournement. Ok. Maintenant, par rapport à la transparence, justement, dont je vous ai parlé, le premier principe qui dit que donc il y a d'abord ce qu'on appelle le plan de passation des marchés qui est fondamental. Deuxièmement, il y a aussi la publicité par rapport à ces éléments-là. Donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans certains marchés, ce n'est pas tout le cas, ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal, mais ça se passe dans beaucoup de pays, comme on parle de l'Afrique. Lorsqu'il y a un marché qu'on doit lancer, on essaie de voir par exemple ce qu'on appelle un appel d'offres restreint. On prend 2 ou 3 personnes que nous avons choisies et nous essayons, parce que tout en sachant que ces 3 personnes-là sont dans le même cadre, ou bien vous choisissez une seule personne, là c'est comme ça que la plupart du temps les gens font, mais la même personne cherche 2 entreprises, n'est-ce pas, ayant les mêmes spécificités, tout en ayant constaté que c'est ce qu'ils font. Vous voyez, maintenant, donc il y a ce qu'on appelle la rupture, n'est-ce pas, de transparence, donc par rapport à la passation de marché. Donc, du coup, ça veut dire que ce sont ces petites règles, mais en tout cas, sur le plan de vue juridique, toutes les règles, en tout cas, le droit est là pour qu'on puisse respecter effectivement tout ça. Maintenant, c'est ce qu'il faut connaître maintenant. Le problème maintenant qui est en cours, ce n'est pas
moi, de mon point de vue, ce n'est pas les textes qui sont en cause, c'est les individus qui sont en cause, qui animent ça. C'est beaucoup plus le respect de ces textes-là qui sont édictés. Et nous reviendrons tout à l'heure sur un autre point assez important, à savoir ce contrôle-là, puisque Barry a donné l'exemple également de comment aussi cette autorité de régulation arrive souvent à casser des marchés afin de faire respecter en tout cas les règles de passation des marchés. Et on reste en tout cas avec ce point-là, le non-respect des procédures de passation, vous l'avez rappelé, le non-respect des règles d'exécution également, les dépenses injustifiées, les fausses factures et surfacturation, les manquements à l'obligation de contrôle sont entre autres exemples également de fautes de gestion. À votre avis, quelles conséquences peuvent avoir ces manquements, surtout sur les finances publiques? Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'un marché public est lancé, parce qu'on fait les marchés publics, d'abord pour avoir les 4 principes sont adossés, n'est-ce pas, à des principes économiques. Qui parle de transparence, c'est-à-dire que parle, n'est-ce pas, de la spécificité, parle aussi de ce qu'on appelle la sélection des meilleurs. Parce que quand il y a un marché public qui est lancé, on sélectionne les meilleurs pour qu'on puisse avoir l'optimalité et ce qu'on appelle l'efficience, n'est-ce pas, dans l'exécution. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le principe de l'efficience, le principe d'efficacité. Tous ces principes, les 4 principes sont adossés à quoi? À la gestion optimale des ressources publiques. Parce que maintenant, s'il y a un manquement, ça veut dire quoi? Vous allez choisir une entreprise qui n'est pas à la hauteur. Donc, par conséquent, le volume de production ne sera pas là et le niveau d'exécution des travaux, même si c'est réalisé, ça ne sera pas à 100%. Et que donc, le résultat que vous escomptez, vous ne pourrez pas l'avoir. Je donne, ça, c'est des exemples à floraison. Vous avez vu, par exemple, l'état de certain nombre de routes que nous avons. Je n'aimerais pas citer d'entreprise aujourd'hui que vous avez vu, et on a dépensé plus d'une centaine de milliards. En l'espace de 2 ans, les routes sont redevenues beaucoup plus pires qu'avant. Donc ça veut dire quoi? Il faut encore que l'État revoie encore ses finances pour pouvoir faire la même chose. Aujourd'hui, par exemple, si je prends par exemple un marché public dans le cadre, n'est-ce pas, de manifestations intellectuelles, par exemple, où on doit faire par exemple une étude pour comprendre l'impact, n'est-ce pas, d'une politique sur une gestion donnée. Vous donnez ça à un cabinet qui n'est pas à la hauteur. La conséquence, c'est quoi? Les résultats qui sont donnés ne seront pas à la hauteur. Donc, par conséquent, les décisions qui seront prises, c'est de fausses décisions. Aujourd'hui, la plupart du temps, les conséquences, n'est-ce pas, du non-respect, effectivement, des règles du principe du marché public, c'est quoi? C'est justement, ça se retrouve effectivement sur le niveau d'exécution, n'est-ce pas, de nos finances publiques, mais également, n'est-ce pas, sur la prise de décisions que nous faisons. Parce qu'en statistique, on appelle ce qu'on appelle une erreur de deuxième espèce. C'est-à-dire que lorsque les décideurs publics essaient de prendre des décisions sur la base, n'est-ce pas, sur la base des fausses remarques, ou bien sur la base, n'est-ce pas, de fausses analyses. Donc ça veut dire que les décisions qui seront prises ne seront pas de fait. Ce seront des décisions erronées. Donc justement, c'est là qu'on est actuellement. Donc les conséquences que vous avez dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que nous allons choisir des entreprises, n'est-ce pas, qui ne sont pas à la hauteur et qui vont nous coûter excessivement cher et qu'à la longue, on sera obligé de reprendre le même travail. Donc, du coup, au-delà même des conséquences sur les finances publiques dont vous parlez, il peut même avoir des conséquences sur ces acteurs-là qui ne se sont pas conformés aux règles édictées, avec des poursuites financières ou même des poursuites pénales, dans certains cas d'espèces. Nous développerons tout à l'heure davantage sur le point. Et selon vous, aujourd'hui, ces fautes de gestion dont on parle depuis tout à l'heure, comment les prévenir aujourd'hui, surtout en termes de passation des marchés? Donc ça, comme il a si bien expliqué, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes un marché à une entreprise qu'il a gagné avec toutes les conditions, transparence et autres, il finit le travail, il vous dit voici, on vous livre. Maintenant, si le travail, comment on l'appelle, la chose qui devait faire 10 ans ou 15 ans, ça fait 3 ans, c'est fini. Déjà, il y a une perte que vous avez signalé tout à l'heure. Donc, on va reprendre. Donc, il y a une perte financière et ça va encore alourdir nos recettes, les dépenses de l'État. Maintenant, comment gérer? Moi, je pense qu'il a souligné quelque chose, c'est la sérieuxité, c'est les hommes. Il faut que l'humain revienne à sa place. Même si les textes sont bons, même si la loi est là, les gens en fait, les personnes qui sont là sont plus fortes que les lois, parce que c'est eux qui font les lois. Il faut que ces lois soient incarnées par des personnes de bonne foi. Donc, c'est les personnes de bonne foi qu'il faut à ces gens de place. Mais quand vous prenez des faux, vous leur donnez ces postes-là, même si la loi est là, même si la RMPC fatigue, vous verrez que les gens vont dire que je donne à telle entreprise le travail, mais il fait le travail à même de 2 ans, 3 ans, quand il revient, tu verras qu'il n'y a rien de... Mais sur ce plan-là, l'exemple que vous donnez tous les deux depuis tout à l'heure, est-ce que là également, il n'y a pas une autre entité qui a fauté, à savoir cette obligation de contrôle qui devait être respectée durant la période d'exécution avant la livraison aujourd'hui du projet? Moi c'est l'effectivité. Si j'aurais à ajouter un autre point pour les aider, c'est l'effectivité. L'effectivité, c'est quoi? C'est de voir est-ce qu'il est capable, pas sur les papiers,
Parce qu'il y a des gens qui peuvent fournir un mode papier, qui sont capables de le faire, mais aller sur le terrain et vérifier, est-ce que vous l'avez une fois fait? Maintenant, nous, souvent, il n'y a pas un cabinet, par exemple, qui va te dire, donne-moi ce marché, je vais aller vérifier. Au fait, pas ça, nous, on le facilite. On appelle les gens, ils déposent des papiers, on regarde juste sur les papiers. On la dit, conformité de l'entreprise. Maintenant, l'effectivité, c'est aller charges. sur le terrain, prendre un autre cabinet à côté, aller voir, est-ce que telle entreprise qu'elle a mentionné, c'est du vrai. Souvent, c'est ce qu'on ne fait pas. Nous, on suffit juste sur les dossiers que nous avons. Et quelle place aussi, j'aimerais vous relancer sur ce point, quelle place du contrôle aujourd'hui de l'exécution? Le marché a été attribué, la personne a exécuté le marché et l'a livré, mais avant même d'en arriver à la livraison aussi de ce marché, quelle place aussi de cette obligation de contrôle de ce qu'a réalisé l'entreprise ou l'entité en tout cas qui a gagné le marché? C'est ça le souci, parce qu'aujourd'hui l'entreprise par exemple qui prend un stade, qui veut faire, regardez les stades qui sont à l'arrêt, vers Kolda et autres, l'entreprise qui vous avez déjà facturé, vous l'avez déjà fait des amendes. Mais aussi, il y a un autre point que nous avons oublié. Souvent, ces entreprises ne sont pas accompagnées à 100%. Souvent, même quand vous voyez dans l'exécution même des projets, on leur demande souvent de faire des avances. Vous commencez, après l'État va compléter ou bien l'entreprise va compléter. Souvent, ils viennent avec fonds propres. Par exemple, mais avant de s'engager, l'entreprise était également consciente de cela et a accepté ces critères-là. C'est ça le problème. Parce que souvent, lors par exemple, de sa candidature, ou bien quand il émet le besoin de participer pour avoir le marché, souvent, ils font ce qu'on appelle des maquillages de données. J'ai des exemples palpants. À l'université, par exemple, il y a une école privée, je ne vais pas citer son nom. Il avait déjà donné un marché pour la construction d'un bâtiment chez lui. Maintenant, le gars qui avait soumissionné, à la soumission, il avait respecté toutes les règles. Mais après, quand il commence 6 mois après, il dit que j'ai besoin d'argent. Les gens lui disent, mais pourquoi on t'a donné le marché? Mais il a dit que actuellement, je fais défaut. Et là, on ne peut pas prendre le marché devant lui parce que c'est déjà donné. Donc, c'est un peu compliqué à faire. Le côté marché public, c'est trop compliqué. Et ce sont des choses qui doivent être clarifiées dès le début, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et même cette possibilité de vérifier aujourd'hui si l'entreprise qui a gagné le marché, concrètement, a les capacités d'exécuter ce marché-là qui lui a été attribué. Et docteur Keita, à votre avis, le renforcement du dispositif réglementaire et de la rigueur également dans ce contrôle-là des marchés est suffisant pour prévenir les fautes de gestion? Ok, très bien. Donc, je pense que je voulais juste encore rajouter quelque chose par rapport au contrôle. Je n'ai pas voulu couper M. Barry. En fait, le problème qui se passe, c'est quoi? Si déjà, à l'entame, depuis à l'appel d'offres, l'individu qui a gagné le marché, il n'a pas obtenu dans des conditions transparentes, c'est sûr et certain que le contrôle ne sera pas transparent. En fait, le problème qui se passe, je vois trop que vous insistez sur le contrôle. Le contrôle n'est qu'un aspect du travail. Parce que quand vous venez contrôler, déjà quand l'appel d'offres a été lancé dans des conditions non optimales, c'est-à-dire que où il n'y a pas eu la transparence, donc le contrôle ne sera pas transparent parce que le contrôle, ce n'est que sur le papier. Donc maintenant, dans les facilités, en fait, aujourd'hui, les gens qui sont dans ces fautes de gestion, ils sont extrêmement très intelligents. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, même dans le système de contrôle, ils peuvent mettre en place tous les documents nécessaires. C'est juste des avis conformes. Des avis conformes. Donc ça, ce n'est pas le problème maintenant. Il faut le régler en amont. En fait, le problème fondamental de l'Afrique en matière de marché public, c'est extrêmement important parce que c'est un poids extrêmement très important, n'est-ce pas, dans le budget de l'État. Maintenant, le problème doit être réglé en amont. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a, pour des questions de transparence et pour aussi des questions liées à la faute de gestion, je vois que par rapport au cas du Sénégal, par exemple, on va vers ce qu'on appelle la centralisation, n'est-ce pas, de certains nombres de choses. La centralisation de la commande publique. De la commande publique. Ça va alourdir les choses, mais je pense que c'est un début de solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à partir de là, lorsque, par exemple, comme je vous ai dit, dans le premier principe qu'on appelle le principe de transparence, lorsque les entreprises vont lancer ce qu'on appelle, pour leur faire les plans de passation de marché au cours de l'année, les autres ministères vont le faire, ils vont les centraliser. Par exemple, si vous avez besoin, par exemple, de mobilier de bureau, les autres ont besoin de mobilier de bureau, on va voir comment, de façon globale, on peut acheter mobilier de bureau de façon centralisée. Je pense qu'aujourd'hui, la transparence sera beaucoup plus Ce sera plus d'efficacité. Il y a plus d'efficacité, le plus d'économie. Maintenant, ça va alourdir les choses, c'est vrai. L'administration publique, elle est ce qu'elle est, donc ça va alourdir les choses, mais je pense que c'est un début de solution. L'autre début de solution, c'est quoi, comme vous l'avez dit, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des temps, tant que les procédures, n'est-ce pas, ne sont pas dématérialisées à 100%, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est contrôle,
tout ce qui est contrôle n'aura pas de sens. Mais au Sénégal, par exemple, en matière de commande publique, on en est déjà là aujourd'hui avec cette digitalisation. Non, mais c'est là, mais ça reste. Vous savez, on est dans le système de marché public, on le sait. On a essayé de dématérialiser, mais ça reste. Vous savez, la dématérialisation, c'est comme ça. C'est pourquoi les gens font les plans de passation de marché. Tout est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès le départ, les plans de passation de marché public, il doit être lancé avec une publicité derrière. Mais ce que les gens cherchent, pour respecter effectivement le premier principe de transparence, ils attendent une semaine avant de lancer un appel d'offres, ils le lancent. Maintenant, les entreprises qui doivent doivent répondre par rapport à l'appel d'offres, il faut le temps pour préparer l'offre technique et l'offre financière. Donc, pour des entreprises, peut-être pour certains types de marchés, vous avez suffisamment besoin de temps pour préparer l'offre technique. Donc, maintenant, par conséquent, avec les spécificités qu'ils vont mettre, qui ne vont même pas respecter ce qu'on appelle le principe de l'équité, donc ils vont mettre des spécificités sur un marché pour lesquelles toi, tu n'en as pas, donc ça te permettrait de ne pas le faire. Vous avez dit tout à l'heure, le cas que vous avez parlé, comme l'exemple par exemple, où une entreprise qui a souscrit un marché ne peut pas le faire. Aujourd'hui, toutes les facilités sont données. Justement, quand vous avez besoin d'un marché public, quand vous le souscrivez, vous n'avez pas peut-être par exemple les garanties financières, vous allez voir une banque avec moyennant quelque chose, ils vous donnent. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la transparence à tous les niveaux. Quand je parle de la digitalisation, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce qui est banque par exemple. Aujourd'hui, une entreprise qui souscrit à avoir un marché public. Donc c'est à l'entité elle-même, moi c'est une recommandation que j'ai eu à faire beaucoup longtemps, c'est à la banque, c'est à l'entité publique d'aller demander à la banque est-ce que la personne a un compte là-bas ou pas. Mais sinon, si vous laissez que ce soit l'entité qui va aller, il va demander une autorisation, ça serait beaucoup plus facile. Donc, quand je parle de digitalisation, c'est ça. Aujourd'hui, à part d'un seul clic, vous posez la question à la banque, quelle est la situation financière de M. Daouda, il va vous donner sa situation financière. Mais si vous le laissez lui d'aller à la banque, il peut négocier des traites, et puis maintenant, ça lui permettrait, n'est-ce pas, de passer l'appel public, et puis maintenant, après, derrière, maintenant, se retrouver dans la même situation. Donc, un appel pour aller vers cette transparence-là, sur toute cette chaîne, en tout cas, de la commande publique. Et Barry, quelle place, selon vous, doit occuper la formation des différentes parties prenantes aujourd'hui qui tournent autour des marchés publics pour une meilleure gestion également de la commande publique? La formation, parce qu'on le disait depuis le début, faute de gestion n'est pas forcément égale à détournement aujourd'hui ou malversation. Certains le font par omission ou bien même par méconnaissance des textes. Donc, quelle place doit occuper aujourd'hui la formation dans ce cadre-là? Je pense que toutes les parties qui rentrent dans ce domaine, ils doivent se réunir, faire des séminaires, partir, comme le doyen vient de dire, vers la digitalisation. Parce qu'il n'y a que ça qui peut les aider. Et revenir ce qu'il vient de dire tout de suite là. Crédit dans une banque, la banque d'abord va chercher ma probabilité de défaut. C'est-à-dire ma santé financière. Il va voir est-ce que je suis capable de payer ou je suis capable de faire ceci. Indépendamment aussi, maintenant, il faut que aussi les gens qui souscrivent, il faut que les banques qui les accompagnent, là où ils ont leur compte, soient partie prenante. Il ne faut pas qu'on les éverse. Parce que souvent, c'est ça, le problème c'est là-bas. Par exemple, s'ils devaient faire 100 millions sur un projet, ils font ça à 90 millions. S'ils devaient faire 80 millions, ils font ça à 60 millions. Quand tu regardes, c'est parce que leur disponibilité ne leur permet pas d'aller plus loin. Et ça qui va poser souvent le problème sur la transparence. Il y a transparence, mais souvent, dans l'exécution, il y a beaucoup de tromperies. Et ce sont ces problèmes-là qui gangrènent notre pays. Maintenant, pour la formation, comme les gens sont suffisamment formés, il faut que maintenant que les acteurs s'assoient, essaient d'aller vers la digitalisation. Pour moi, il n'y a que ça qui peut gérer. Aller vers la digitalisation, en tout cas pour une meilleure gestion de la commande publique et même des finances publiques en général. En seconde partie du débrief, il sera question de parler des mécanismes de contrôle aujourd'hui de ces finances publiques-là, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission, le débrief. Docteur Keita, en tant que spécialiste de l'économie des finances publiques, que vous inspire une bonne gestion aujourd'hui de ces finances publiques-là? Une bonne gestion des finances publiques permet d'abord, une bonne gestion, n'est-ce pas, des recettes et des dépenses. Et puis aussi permet aussi une bonne gestion, n'est-ce pas, de la dette. Vous savez, aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, les derniers rapports également ont montré que nous sommes aujourd'hui à 119% du PIB. C'est constitué un goulot d'étranglement, n'est-ce pas, pour les finances publiques. Donc maintenant, quand on a une bonne gestion, ça nous permet, n'est-ce pas, de voir quel est l'état de nos dépenses, quelle est la situation, n'est-ce pas, de nos recettes. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que le débat qui doit porter, ça, on l'a dit tout de suite, c'est d'abord
que les gens soient suffisamment capacités. J'ai voulu remettre une petite couche par rapport à ça. Les gens doivent être suffisamment capacités. Si vous regardez aujourd'hui les collectivités territoriales, ça aussi c'est un aspect qui est très important. Tout à fait. À ce niveau, par exemple, il y a un besoin de formation qui est très très aigu là-bas. Parce que si vous regardez la plupart de nos collectivités territoriales, n'est-ce pas, le besoin de formation se pose avec acuité. Et c'est des gens qui font des marchés publics. Et que donc aujourd'hui, il faut qu'ils soient capacités pour qu'ils comprennent c'est quoi un marché public, c'est quoi l'utilité et quoi l'importance, n'est-ce pas, de la transparence dans l'exécution des marchés publics. Parce que quand il y a la transparence, ça vous permet de choisir le meilleur. Et quand le meilleur est choisi, ça permet, n'est-ce pas, d'augmenter, n'est-ce pas, le volume de production et l'accroissement, n'est-ce pas, de revenus. Et quand il y a accroissement de revenus, franchement, ça bénéficie à tout. Et cela permet également d'assurer une meilleure gestion de ces finances publiques-là, puisque cet argent également est dans les marchés et de l'argent également de ces finances publiques-là. J'aimerais qu'on reste avec le cas du Sénégal que vous avez soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, suite à la publication également de ce rapport dont vous avez parlé, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques et la communication également gouvernementale qui s'en est suivie, cela a conduit à la dégradation de la note du Sénégal par différentes agences de notation. Que vous inspire aujourd'hui cet épisode de la gestion des finances publiques sénégalaises? Ok, cet épisode, il faut l'analyser à double angle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal se trouvait dans deux situations possibles. Première situation, vous avez pris le pouvoir, vous avez une obligation, justement, je dis bien c'est une obligation communautaire qui vous demande, n'est-ce pas, de faire l'état des finances. Ça, c'est une obligation. Ils ont fait ce qu'on appelle l'état des finances. Ils ont constaté des faits, c'est-à-dire quoi? Un niveau de dette qui a été préalablement annoncé qui n'était pas le réel, mais aussi il y a ce qu'on appelle un niveau de déficit qui n'était pas là. Vous avez deux possibilités. Maintenant, vous publiez ces informations, vous savez derrière les conséquences, parce que tout ce que nous sommes en train de vivre là, nous économiquement on s'attendait à ça, parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que la situation des finances, la dette qui était probablement signifiée à 75%, on est aujourd'hui à 119%, et vous donnez une telle information au marché et que le marché soit indifférent. On va demander à ces agents de notation là, à quoi ça leur valait. Non, ça c'est une réalité économique. Fondamentalement, lorsque le marché observe une information, il faut que le marché réagisse par rapport à l'information. Mais la réaction du marché n'est pas positive parce qu'on s'attendait à ça. Hein. Il faut peut-être que vous avez raison que les gens communiquent par rapport à ça. Cette situation, on s'attendait à ça. Maintenant, ce qui va se passer maintenant, la dégradation, n'est-ce pas, des notes du Sénégal, n'étonne pas un économiste parce que tout simplement, lorsque vous donnez la vérité des prix, ça vous permet effectivement au marché de réagir par rapport à la nouvelle donne. Maintenant, ce qui va se passer maintenant, c'est le plan de relance que l'État du Sénégal va proposer. En fonction de ça, maintenant que les agents de notation vont regarder effectivement le plan de relance qui est proposé par rapport effectivement à l'ampleur du déficit, est-ce que le Sénégal, les perspectives sont bonnes? C'est comme ça que progressivement, justement, la situation du Sénégal va commencer à s'améliorer. Et quand ça a commencé à s'améliorer maintenant, la confiance, parce qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est fondamentale, l'économie repose sur un phénomène qui est important, ce qu'on appelle la fiduciaire, la confiance. C'est-à-dire que la confiance que les bailleurs ont de votre économie, qui va déterminer effectivement les investissements directs étrangers qui vont venir vers votre économie. Donc, du coup, cette situation-là, l'État du Sénégal, ce qui m'inspire quoi? L'État du Sénégal doit mettre en place. J'ai vu récemment que le Premier ministre avait décidé qu'ils allaient proposer un plan de relance de l'économie du Sénégal. En fonction de ce plan de relance de l'économie du Sénégal, et des informations qui vont sortir et que le marché va voir maintenant, est-ce que ce plan de relance qui est proposé est en phase effectivement avec ce qu'on appelle le plan de développement économique et financier du Sénégal. Et en ce moment, les notes du Sénégal vont commencer à s'améliorer. Et que donc les bailleurs qui jouent aujourd'hui un problème attentif, c'est normal, maintenant vont commencer à changer de position par rapport à cela. Maintenant, l'autre situation, maintenant, c'était quoi? Et c'est une situation qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que voilà, vous avez constaté la situation de désastre et que vous taisez dessus. Et ça, vous ne respectez pas vos obligations communautaires. Qui dit quoi? Qu'à chaque changement de régime, il faut que les nouvelles autorités fassent l'état des finances publiques. Et d'ailleurs, les autorités sénégalaises ont opté pour la première situation. Nous reviendrons tout à l'heure sur le cas du Sénégal pour davantage développer. Mais j'aimerais interpeller Barry sur un autre point. Selon vous, quels sont les atouts et avantages que peut procurer en tout cas une gestion transparente des finances publiques? Donc, c'est une suite à ce qu'il vient de discuter tout à l'heure. Les finances publiques sont les conséquences d'une gouvernance. Donc, quand vous faites une mauvaise gouvernance,
vous finirez par une dégradation de vos finances publiques. Parce que quand on parle juste de finances publiques, on parle de recettes et des dépenses. Comment ces dépenses ont été gérées et comment aussi les recettes ont été allouées pour gérer les dépenses. Maintenant, la question des finances publiques, la conséquence, c'est la dette, l'endettement qui va exploser. Pourquoi? Parce que les pays africains, tous les pays africains, la majeure partie ont des déficits budgétaires. Donc quand tu cherches un déficit budgétaire, que chaque année tu cherches à financer ces déficits budgétaires, tu risques d'alourdir la charge de ton service de la dette. Et encore, si tes recettes n'arrivent toujours pas à gérer tes dépenses, c'est un risque énorme qui est là. Maintenant, comme il a dit, je voulais rebondir un peu. La question c'est quoi? Quand on est nouveau dans un régime, c'est de prendre du recul et de voir ce qui s'est passé entre. Parce que souvent, les données qu'on utilise en statistique, c'est des données passées. On apprend d'abord du passé pour voir maintenant comment on doit réagir. Quand ils sont venus 3 mois après, avant que la Cour des comptes sorte le résultat, on a fait un emploi de 450 milliards au mois de juin. N'empêche, on était à court d'égalité, on a fait un emploi à 450 milliards. Est-ce là-bas, on avait le rapport de la Cour des comptes? On n'avait pas. Est-ce qu'on avait le rapport de l'IGF? On n'avait pas, parce que le rapport de l'IGF est sorti au mois de septembre. Moi, je n'étais toujours pas d'accord sur la transparence qu'ils ont parlé au mois de septembre. Pourquoi? Parce que tous les pays que vous voyez, les États-Unis, ils ont une dette cachée. Nous, notre dette cachée, ça a touché la dette intérieure, qui est une dette bancaire. Ils l'ont même dit une dette opaque. D'accord? Les FMI, ils avaient fait une étude récemment qu'ils avaient publiée en 2022 pour montrer les conséquences de ces dettes publiques utilisées aujourd'hui par les pays émergents. Maintenant, nous au Sénégal, quand tu parles d'une dette cachée, tu es un petit pays, tu vas vers l'émergence. Donc, il fallait s'attendre à tout ce qui te secoue actuellement, la dégradation. Actuellement, on court derrière les FMI. Alors, un certain temps, on avait dit niet. On ne veut pas courir derrière ces systèmes de Bretton Woods. Aujourd'hui, on attend 1300 millions. On veut l'avoir côte à côte. Pourquoi? Parce qu'on a des tensions de liquidité chez nous. Qu'est-ce qui nous a valu tout ça? C'est la transparence que nous avons appelée. Maintenant, quand on regarde, j'ai un ami, un collègue, un docteur qui est actuellement au Canada, qui avait fait une étude. Il avait trouvé tous les pays qui avaient parlé de transparence. Le cas de Grèce, Italie, depuis lors qu'ils ne s'arrivent même pas à se relever. Donc, ce sont toutes ces conséquences aujourd'hui qui dérangent un peu et aussi qui a des conséquences sur nos finances publiques. Mais le cas quand même de la Grèce, de l'Italie et autres n'en fait pas pour autant également une règle, surtout par rapport à l'exemple qu'a donné tout à l'heure Dr Keita, à savoir les nouvelles dispositions aujourd'hui et le nouveau plan également qui va être mis en place pour une relance également de l'économie nationale du pays. Mais il ne faut pas oublier que nous avons fait des conférences au niveau de Diamniadio. Quand on faisait la présentation de SN 2050, les investisseurs ont déjà tout ce que le Sénégal, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire ce que vous voulez parler là, qu'ici il y a un document, ils ont fait un document SN 2050 pour montrer le projet, pour montrer la voie où le Sénégal doit emprunter pour aller vers l'avant. Tout est déjà connu, même le montant. Ils ont parlé de 19 500 milliards à lever d'ici 2050. On a le maximum 50%, 60%. Ils font confiance au secteur privé qui est là. Et regarde, actuellement, on est à court de liquidité. Notre secteur privé n'arrive même pas à financer nos besoins de financement. Regarde les emprunts de l'État du Sénégal sur les marchés des titres publics, des alliements à titres. S'il n'y a pas les investisseurs ivoiriens, nous ne pouvons pas lever sur ces marchés. C'est parce que aussi ce secteur privé sénégalais dépend fortement tout également ça aussi, c'est des documents, publics. tout ça aussi, c'est des études qui ont été faites par des spécialistes qui se disent que bon, on peut leur faire confiance, qu'ils ont cette liquidité. Alors regarde, en réalité, le concret ne dit pas, contredit ce que le document le dit. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce point que vous êtes en train de développer. Docteur Keita, on reste sur le Sénégal, sur lequel dont vous parliez en tout cas tout à l'heure. Depuis que ces autorités sénégalaises-là depuis en tout cas cet épisode, les autorités sénégalaises sont très engagées à renforcer cette transparence ainsi que les mécanismes de contrôle de leurs finances publiques. Quelle lecture vous faites de cette démarche de transparence et de redevabilité engagée par les actuelles autorités, même si Barry en partie n'est pas tout à fait d'accord? Je comprends Barry, parce que lui, il est... Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait 2 conséquences fondamentales. Vous savez, il est de ce qui croit, je le comprends, nous, nos étudiants, je comprends pratiquement bien ce qu'il dit. Vous savez, aujourd'hui, l'excès de vérité, aujourd'hui aussi, peut amener le marché à réagir autrement. Il a parfaitement raison lorsqu'il dit que la plupart de certains nombres de pays vivent avec ce qu'on appelle des dettes cachées. Et aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental qui était là. Ces nouvelles autorités, voulant jouer ce qu'on appelle la carte de transparence, il y avait le choix de se taire
sur la situation des finances publiques. Et ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle en statistique une erreur de deuxième espèce. C'est-à-dire quoi? C'est d'avoir des bonnes pratiques, des bonnes résolutions, mais qui sont fondées, n'est-ce pas, sur ce qu'on appelle des faux résultats. Donc, par conséquent, toutes les mesures qui devaient être prises. Vous avez vu, la conséquence de ça, pour répondre un peu à Barry, c'est-à-dire quoi? Toutes les mesures, toutes les politiques que nous devons prendre, on va les faire sur la base, n'est-ce pas, que nous avons une dette publique de l'ordre de 70%. Or, nous en sommes à 119%. Premier problème. Le second problème est également la situation aujourd'hui de la dette intérieure, qu'on appelle la dette cachée au niveau des banques, des institutions financières. Lorsque ces dettes arrivent à échéance, il va falloir que vous les exécutez. Si ce n'est pas exécuté, on va retrouver effectivement certaines entreprises nationales qui n'arrivent pas à s'en sortir. Vous avez vu effectivement au niveau de la NSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui dit que chaque mois, il y a des entreprises, des centaines d'entreprises, n'est-ce pas, qui font faillite. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises justement qui ont contracté des marchés publics avec l'État et que l'État n'arrive pas à honorer ses engagements. Tout ceci là, combinés font quoi? Aujourd'hui, et ça va se répercuter, n'est-ce pas, sur les nouvelles autorités, où c'est que les entreprises vont dire, les nouvelles autorités ne nous ont pas payé, voilà pourquoi nos entreprises sont en faillite. Donc voilà la conséquence. Je vous ai dit que c'était un courage qu'il fallait faire. L'exercice auquel s'est prêté les nouvelles autorités, c'est un exercice courageux, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pays, comme il a dit, se cachent derrière effectivement ce tormentat, n'est-ce pas, qui est là, pour ne pas dévoiler effectivement la situation des finances, pour ne pas subir effectivement de plein fouet effectivement les dictats du FMI et la Banque mondiale, parce que fondamentalement, lorsque vous dictez effectivement la situation des finances publiques, le marché va réagir négativement. Ça, il ne faut même pas dire qu'à partir de je suis transparent, c'est ce que je voulais que la communication du gouvernement porte sur ça, c'est-à-dire quel que soit le pays, lorsque vous dites que vos chiffres ne sont pas bons, automatiquement le marché va réagir négativement. Ça, c'est la conséquence. Ça, c'est l'une des conséquences les plus pires, le minimum. Maintenant, tout dépend de la remise en cause des marchés vis-à-vis de votre pays. Non, c'est même pas confiance, une remise en cause plutôt de la confiance des marchés. Parce que, vous savez, dans les agences de notation, ils travaillent sur ce qu'on appelle, sur un certain nombre de paramètres. Donc, je vous donne un certain premier. C'est ce qu'on appelle la situation macroéconomique du pays. Deuxièmement, ce qu'on appelle le risque pays. Maintenant, la situation macroéconomique du pays, si ça pose problème, mais c'est un indicateur. Le poids est tellement important. Donc, maintenant, ça agit effectivement sur la notation du pays. Maintenant, le risque pays aussi, il y a un risque de venir investir. Donc, tous ces éléments-là combinés font qu'aujourd'hui, que les agents de notation vont avoir d'abord, parce que ces agents de notation aussi sont évalués. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, si, en sachant toutes ces informations-là, et que vous donnez une note positive à un pays, donc vous n'êtes pas crédible. Ces agences aussi sont notés sur la base de cela. Donc, maintenant, ils étaient obligés de le faire. Maintenant, le problème maintenant qui va se poser, comme je l'ai dit, le fait maintenant de la transparence, par rapport à nos finances publiques, c'est derrière nous, c'est déjà fait. Moi, je l'ai dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, le fait la note du Sénégal soit dégradée, c'est une situation à laquelle on s'attendait à ça. Maintenant, le problème maintenant, ce qui va se poser, c'est quoi? Le problème réel. Quel est le plan de relance économique efficace qui va être proposé, qui va trouver l'assentiment, n'est-ce pas, des institutions internationales, comme le FMI et la Banque mondiale, mais aussi que les bailleurs de fonds qui ont confiance au Sénégal, comment ils vont se retrouver par rapport à ce plan de redressement économique et financier qui va être proposé. Et maintenant, comment le marché national va réagir par rapport à ce plan? Est-ce que le marché national, les préoccupations du marché national ont été intégrées dans le plan? Parce que ce qui a été présenté à Djamia, je vous comprends bien, mais ce n'est pas la même situation. Il faut qu'on rechange, parce que les données ont changé. Donc il faut qu'on intègre effectivement la situation maintenant, la nouvelle situation, par rapport au aussi, parce qu'il y avait un plan de paiement de la dette qui n'a pas été intégré. Maintenant, avec la nouvelle situation, il faut qu'on l'intègre. Il y a aussi la situation maintenant des entreprises publiques, des entreprises privées qui ont contacté des dettes avec l'État. Quels sont les plans que l'État a proposés pour la relance des... Parce que quand on parle de l'économie d'un pays, ce n'est pas seulement l'État, mais aussi il faut que les entreprises privées puissent avoir la possibilité de survivre. Est-ce que ce plan de redressement économique prend en compte ces entreprises privées-là? Et en ce moment, c'est tous ces facteurs-là, lorsque c'est mis en place et que maintenant qu'il y aura de la visibilité, c'est en fonction de ça justement que d'abord, que la confiance va commencer à renaître. Et quand une telle confiance renaît, et je pense que c'est parti pour de longtemps. Tout dépendra aujourd'hui du contenu de ce plan de relance-là dont vous avez parlé. Le contenu même est disponible dans le document de plan budgétaire qu'ils ont amené au niveau pour voter la loi de la finance rectificative. Parce que c'est là-bas que j'ai vu qu'ils ont intégré la dette publique pour le mettre à 15 663 milliards en fin 2023. C'est ce 15 000 qui est pas jusqu'à 24 652. Non, 23 652. Donc, entre 2023 et 2024, c'est passé de 16 000 jusqu'à 23 000. Ouais.
Vous avez vu? Malgré eux, ils ont accepté ce que la Cour des comptes, parce qu'ils ont pris ce que la Cour des comptes a dit sur la dette publique. Ils ont fait aussi la situation des entreprises publiques. Ils ont relevé qu'il y a un endettement plus de 2600 milliards. On a fait un article même sur SICA Finance. Donc, ils ont amené tout ça. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas un plan de paiement du service de la dette qui n'est pas fait. Mais ce qu'on peut retenir, par exemple, que quand on prend 90% de la dette publique, c'est détenu à l'étranger. Donc, ce n'est pas intérieur, toujours c'est extérieur. Il n'y a que 5 000 milliards que vous allez prendre qui est engagé pour la dette locale. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? Comme les gens de notation finale, les gens, ils ne suivent plus. Parce que le marché, comme il l'a dit, les gens réagissent. Ils ont mis leur argent. Les gens qui ont mis leur argent sur le Sénégal, ils n'attendent pas que les gens réagissent pour le dire. Parfois même, tu entends que Moody's ou Fitch a dégradé telle note alors que le marché a déjà anticipé. Parce qu'il y a l'anticipation rationnelle. Les gens ils ne sont pas durs. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que malgré que nous avons parlé de la temps, parce que moi, par exemple, au début quand je regarde, j'ai dit qu'il y a un piège. Parce qu'à chaque fois quand tu le fais, ça renchérit le coût de la dette. Et tu devras payer beaucoup plus aux investisseurs pour qu'ils te donnent de l'argent. Actuellement, on est dans ça. Regarde sur le marché public, en moins de 6 mois, on a levé plus de 1400 milliards. Avec des rendements de 7%. Là où on devait donner 6%, là on propose aux investisseurs 7%. Et là, ça va alourdir notre service de la dette. Donc, malgré les retombées que nous avons besoin, malgré que... C'est pourquoi le président, quand il était petit en Espagne, il a dit quoi? Il faudra qu'on supprime. Macky Sall était dans ça. Macky Sall, le président Macky Sall avait compris. Il savait que la dette avait explosé. Mais... vu qu'il n'y avait plus les SDD, comment on l'appelle, il y avait comme, de suppression de la dette publique, il y avait quelque chose qu'ils avaient programmé. Maintenant, ils voulaient que les FMI et la Banque mondiale qu'ils épongent certaines dettes du Sénégal pour nous aider, pour beaucoup de pays qui allaient accepter, chose qu'il n'a pas pu faire jusqu'à la fin de son mandat. L'actuel président Diomaye, quand il a vu les réalités, lui-même il a dit, il a parti en espérant, il a dit, mais il faudra qu'on supprime, il faudra qu'on revoie les termes d'accord. Donc ça, c'est les conséquences, parce que nous, on est plongé dans ça. Maintenant, c'est à nous de subir. Et là, on le subit grave. C'est à nous de subir également et de travailler à un plan de relance, comme l'a dit tout à l'heure Dr Keita. Et comment également le recours au contrôle politique également des finances publiques à travers des autorisations parlementaires ou bien même des actions d'évaluation de ces politiques et finances publiques peut contribuer à un meilleur contrôle de la gestion des finances publiques, puisque au tout début, on l'avait dit, pour le contrôle des finances publiques, il y a un contrôle politique qui peut se faire, il y a un contrôle administratif, il y a également un contrôle juridictionnel qui peut se faire. Le contrôle politique aujourd'hui, ça peut se faire à travers l'Assemblée nationale, des autorisations ou bien même des plans d'évaluation aujourd'hui de ces politiques publiques et autres programmes. Comment cela peut contribuer également à un meilleur contrôle de l'efficacité de ces finances publiques-là? Déjà, il faut d'abord qu'ils mettent tous les projets, toutes les choses qu'ils veulent, que ça soit financé au niveau de la loi de finances rectificative. Parce que là, on ne parle plus de loi de finances. Parce qu'au niveau de la loi de finances initiale, on avait vu les projets d'envergure. Parce que moi-même, je regarde avant le dernier pass, ils avaient mis tous les projets qu'ils veulent financer pour cette année. Donc là, c'est chose qu'on n'avait pas souvent. Parce que les autres prenaient les devants sur certains projets qui n'étaient pas inscrits au niveau de la finance. Mais quand on voit le rapport du trimestre 2025 du ministère des Finances, avant même ça, ils avaient fait un communiqué pour le dire maintenant, désormais, toutes les dépenses que l'État doit faire fera d'abord l'objet d'une autorisation parlementaire. Sinon, faute de quoi, ça ne sera plus intégré. Donc déjà, pour le problème de la transparence, je pense que ça c'est déjà résolu d'après le ministère des Finances publiques. Et Dr Keita, respecter la publication régulière des données sur la dette publique, les dépenses budgétaires ainsi que les rapports également des corps publics de contrôle des finances publiques peut contribuer aussi à renforcer la transparence également dans la gestion de ces finances. Mais quelle place doit occuper la communication aujourd'hui afin de réussir tout cela? La communication joue un rôle important, il a dit tout de suite. Lorsque vous prenez par exemple aujourd'hui le processus d'évaluation de politique publique qui est inscrit effectivement au niveau des directives de l'UEMOA, qui est une directive de l'UEMOA, pour lesquelles depuis très longtemps qui n'a jamais été respectée. Aujourd'hui, je salue effectivement l'initiative qui a été prise par El Malick Ndiaye, par exemple, vraiment de rehausser effectivement cette dynamique-là de l'évaluation de politique publique, pour lesquelles d'ailleurs nous avons beaucoup travaillé dessus. Maintenant, pas avec lui, mais vraiment nous sommes effectivement... nous travaillons effectivement sur ce qu'on appelle l'évaluation de politique publique. Mais la communication, c'est quoi justement? Par rapport à tout ce que nous venons de dire,
et adossé effectivement avec une bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons des tensions. D'abord, il y a les tensions économiques, il y a des tensions politiques, il y a des tensions militaires qui sont partout, qui font qu'aujourd'hui, la situation des finances publiques n'est plus les mêmes il y a 10 ans, 20 ans derrière. Pourquoi même nos partenaires techniques et financiers qui nous prêtaient de l'argent sont en situation de tension. Vous avez vu la France, vous avez vu les États-Unis, aujourd'hui vous avez vu la Chine. Donc du coup, il faut qu'on essaie de communiquer. Communiquer d'abord pour nous donner la réalité des choses, première chose. Communiquer aussi pour montrer effectivement ce que l'État est en train de faire et quelles sont les possibilités aujourd'hui qui s'offrent à l'État. C'est important. Communiquer aujourd'hui pour montrer effectivement que la situation des finances publiques requiert de telle ou telle autre décision. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez un État qui essaie aujourd'hui de supprimer, je donne un exemple très simple, de supprimer une agence par exemple, il faut qu'il y ait une communication pour pouvoir la remplacer par autre chose, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'économie d'échelle, à partir de là que l'argent qui sera collectionné, l'argent qui sera épargné, va servir à construire des hôpitaux et ainsi de suite, des centres de santé. Mais on a besoin d'une communication. Et quand vous regardez dans les réformes, vous savez, on a quitté du budget moyen vers le budget programme. Il y a ce qu'on appelle le budget citoyen. Ça fait partie effectivement des directives. Aujourd'hui, où le citoyen doit être informé par rapport à la décision qui a été prise. Au-delà même de l'Assemblée nationale, le citoyen aujourd'hui, de lui ou moi, doit être informé par rapport aux décisions qui sont prises. Et cela passe également par la communication. Concernant le citoyen, j'aimerais interpeller Barry avant que l'on termine. Barry, à votre avis, comment le contrôle citoyen des finances publiques peut faire du citoyen aujourd'hui un nouvel acteur de la gouvernance financière publique? Mais les citoyens aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas les choses. Ce qui les attend, c'est que les dépenses sont communes, les recettes sont communes, c'est fini. Il n'y a que peu, comme aujourd'hui, les experts qui sont là. Il n'y a que eux aujourd'hui, quand tu publies un document, qui sont capables de prendre le document, de retracer, de voir ce qui est vrai et sortir ce qui est faux. Mais aujourd'hui, d'abord, les citoyens ne sont pas formés. Est-ce que vous avez vu, même quand on regarde, si tu fais pas, par exemple, si tu n'es pas à l'université, comment même comprendre les finances publiques? Il y a qu'un module, un cours dispensé dans les lycées et même dans les collèges pour ça, pour que les gens comprennent c'est quoi la recette. Moi, je ne l'ai jamais appris. Par exemple, moi, j'ai fait du C1. Et comment en arriver à ce contrôle citoyen aujourd'hui des finances? Mais il faut d'abord qu'on revoie nos programmes. C'est à la chose. Revoir les curricula. Éduquer les gens financièrement, éduquer les gens à comprendre les documents qui sont... Avant de parler de budget citoyen, il faut d'abord expliquer le citoyen c'est quoi le budget. Donc, il faut d'abord qu'on soit formé. Il faut qu'il y ait une éducation financière derrière. Maintenant, quand on mettait les documents, les gens sauront. Parce que nous, souvent, la manière dont on comprend certains documents, d'autres ne peuvent ne pas l'être. Parfois, il y a certains aujourd'hui qui prennent les rapports trimestriels pour faire de la politique. Oui, le prix primature a obtenu telle dépense. Les gens, c'est ça qu'ils cherchent. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Parce que le citoyen, ça c'est dangereux au fait. Travailler donc à une éducation financière de ces citoyens-là. C'est mieux d'aller sur un budget citoyen ou bien un rapport trim. Parce que tous les rapports qu'on utilise, les gens l'utilisent pour la politique. Donc travailler aujourd'hui, d'où l'intérêt, Barry, aujourd'hui de travailler à cette éducation financière-là pour arriver à un contrôle citoyen de ces finances publiques-là. Et malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Diao Barry, doctorant en économie, également directeur pays de la plateforme économique SICA Finance. Merci encore d'avoir répondu présent à notre invitation. Et toujours un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Merci à vous, merci à notre doyen qui nous a vraiment gratifié de son expertise, de ses connaissances. J'ai vraiment bien aimé sur la partie commande publique, c'est top. Moi-même, je pense qu'une fois que vous allez le mettre en ligne, il faut me l'envoyer. Je ne manquerai pas également. Merci beaucoup à Dr Souleymane Keita également pour tous vos développements. J'ai également bien apprécié cette complémentarité dans vos différents développements à tous les deux. Je rappelle que Dr Souleymane Keita, vous êtes enseignant-chercheur également à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, également spécialiste de l'économie des finances publiques. Toujours un plaisir aussi de partager ce plateau. Le plaisir est pour moi, en tout cas, Daouda. Merci. Monsieur Barry, c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver dans ce plateau-là, parce que ça fait partie des missions de l'enseignant. L'enseignant d'abord, la première mission c'est d'enseigner, la deuxième c'est d'informer le public. On est obligé aujourd'hui d'informer le public par rapport à ce qui se passe dans la gestion des Merci également à tous les deux pour cette disponibilité dont vous avez une nouvelle fois fait montre. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.